qu'est-ce qui fait la beauté des villes médiévales? Y a-t-il un secret que l'on pourrait reproduire pour construire des villes modernes aussi agréables que Vienne, Prague, Sienne ou Venise? Les villes médiévales se sont construites de manière organique. Il n'y a pas eu de plan directeur, de choses qui ont forcé. Ça s'est fait par le bon sens, sur le très long terme et de manière organique. Lorsque vous voyez une fontaine sur une place de Sienne, de Venise, de Prague, vous ne vous dites jamais, il y a un truc de bizarre avec cette fontaine. Elle n'est pas au bon endroit, ou elle aurait dû être plus à gauche, plus à droite. Tu ne te poses jamais cette question et le lieu de la fontaine paraît comme le lieu évident. Et la raison est que la façon dont on positionnait les fontaines au milieu des places médiévales était la suivante. On remarquait, lorsqu'il neigeait, que lorsque les calèches passaient, les chevaux, les passants, il y avait un endroit de la place qui formait une espèce de rond-point, un endroit où personne ne passait, mais de manière organique, c'est-à-dire que les gens font les pourtours de la place parce qu'ils visitent les magasins, parce qu'ils vont dans leur logement, mais le centre de la place, il y a toujours un point précis où naturellement les gens ne vont pas. Et c'est là où la fontaine était généralement construite. Autre chose, les places médiévales sont souvent triangulaires. Elles ne sont pas carrées ou rectangulaires comme les places classiques de l'architecture haussmannienne ou napoléonienne. En général, c'est plutôt la forme triangulaire et pas très nette, un peu irrégulière. Et toutes les rues arrivent jamais en plein axe, mais sur le côté de la place. Ce qui fait que tu ne vois jamais la cathédrale, par exemple, quand tu es dans la ville. Les rues médiévales, c'est jamais des grandes rues en ligne droite où tu vois le bout de la rue. C'est des rues sinueuses. Et il y avait un effet spectaculaire quand tu arrivais devant la cathédrale. Tu marches dans une petite rue et à un moment, tu débouches sur la place et tu vois la façade immense de la cathédrale. C'était toujours une découverte spectaculaire, la cathédrale. Et la particularité de la ville médiévale, c'est qu'elle te permet de la découvrir par séquence. Tu marches dans une rue qui est étroite, donc tu as une espèce de sentiment de protection. Tu es dans la ville, tu es à l'extérieur, mais tu as l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose. Ensuite, tu sors de cette rue sinueuse, tu arrives sur une place qui est petite, triangulaire, et sur cette place, tu as une cathédrale. Et le côté petit, étriqué, de la place fait que la cathédrale paraît encore plus spectaculaire. Les cathédrales qui sont sur des parvis immenses sont moins spectaculaires parce que le ratio largeur de la place, hauteur de la cathédrale est défavorable. Alors qu'une place minuscule sur laquelle tu as une cathédrale gigantesque renforce, amplifie la dimension de la cathédrale. Les rues avaient un parcours qui était clair, ce n'étaient pas des rues créées artificiellement. Et c'est ça qui fait la beauté des villes médiévales, c'est que la création est organique et c'est pas un cerveau comme le Corbusier, que je vais qualifier de cerveau malade, c'est pas un fasciste qui crée des villes, qui tire des grandes lignes, qui fait des plans pour contrôler la population, l'efficacité, etc. Et voilà pourquoi, quand tu te balades dans une ville médiévale, tu te dis jamais pourquoi cette rue va vers tel endroit, pourquoi cette fontaine est ici. C'est juste beau en fait. Tu ne remets rien en cause. C'est les habitants de la ville, les commerçants, les usagers, les artisans, les forgerons, les gens qui y vivent et qui font du commerce et qui produisent de l'activité, qui sont à l'origine de la ville. Voilà ce qui donne son côté complètement naturel qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.F. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Il y a un créateur de contenu sur YouTube que j'aime écouter de temps en temps. Qui ne se montre pas, il ne montre pas sa tête, il fait des podcasts et il s'appelle l'Observateur. Au départ, il parlait surtout de relations hommes-femmes et puis il s'est mis à se diversifier, à parler de tout un tas de sujets, souvent des sujets assez polémiques. Et cet observateur
est architecte de formation et de métier. Et alors on peut être d'accord avec lui ou pas sur les sujets qu'il aborde, mais je trouve qu'il a une manière bien à lui de traiter ces sujets et de les approfondir, et de toute manière il est très plaisant à écouter. Et il a récemment publié un podcast sur son métier d'architecte. Sujet qui ne m'intéresse pas spécialement, mais vu que c'est l'Observateur, eh bien j'ai écouté son podcast. Et vers la fin de son podcast, il a fait une comparaison entre les villes médiévales et les villes modernes. C'est donc j'ai pris quelques extraits de ce passage que j'ai mis en introduction de cette vidéo, parce que j'ai été frappé avec le parallèle qu'on peut faire en matière d'écriture. C'est-à-dire que la vision que l'observateur a des villes médiévales, des villes européennes médiévales, se rapproche beaucoup de ma vision de l'écriture. Comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit, je ne suis pas de tous ces gens qui vont vous donner des conseils très pointus en matière d'écriture. Tous ces gens qui vous vendent des méthodes et que j'appelle des méthodistes, qui vont vous dire qu'il faut écrire tous les jours, qui vont vous dire qu'il faut faire un plan de telle ou telle manière. Ils vont vous dire qu'il faut faire une fiche de personnages, que vous devez décrire vos personnages comme ci, comme ça. Pour moi, ces gens-là sont des créateurs de villes modernes. Ils veulent des rues droites, larges, fonctionnelles. Ils veulent de l'efficacité, ils veulent de la rapidité, ils veulent écrire un livre en un mois, en 2 semaines. Ils veulent tout codifier parce que les maîtres du genre ont dit que vous deviez mettre tant de rebondissements dans votre intrigue, que vous deviez... voilà. Ils codifient tout, ce qui fait que ce que vous avez à dire, ce que votre être profond a à dire dans le livre, est obligé de faire tout un tas de concessions aux dictateurs. Ouais, c'est le terme, aux gens qui vous dictent comment structurer votre livre, la quantité de dialogue que vous devez mettre dans votre intrigue, la quantité de description que vous devez mettre dans votre texte. Ils vont vous dire les genres d'adverbes, les adverbes à éviter, voilà. Ils vont tout baliser. Les méthodistes vont tout baliser, ils vont vous dire que votre livre doit être comme ci, comme ça. Voilà. Votre chapitre doit faire tant de pages. Pour moi, cette manière de travailler, cette manière d'écrire étouffe totalement le messager. Le messager, c'est une notion sur laquelle je reviendrai
Parce qu'un auteur ou un artiste doit être, pour moi, doit être quelqu'un d'inspiré, doit être un technicien et doit être un messager. Alors je développerai un jour ces trois notions. Donc quand l'observateur explique comment se sont construites les villes médiévales, avec des petites rues sinueuses, comment au détour d'une rue vous pouvez découvrir une cathédrale que vous n'avez pas vue jusqu'alors, et comment cette cathédrale que vous découvrez à ce moment-là dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer en termes de gigantisme, en termes de majesté. Et pour moi, l'écriture d'un roman est tout à fait comparable, similaire à ce processus. Comme dit l'opérateur, la ville médiévale se construit de manière organique. La ville médiévale ne s'est pas construite sur les conseils d'urbanistes chevronnés qui ont tracé des plans au cordeau. Elle s'est construite par les gens qui y vivent. Voilà, les commerçants, les artisans qui avaient besoin pour leur activité de faire passer un chariot à cet endroit-là, donc il y avait besoin d'une rue large à cet endroit, d'un passage plus étroit ici. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'écris un livre, comme je l'ai déjà dit, j'ai un vague objectif. J'ai quelques repères qui me permettent de baliser mon écriture. Et je commence à écrire. Je n'ai pas de fiche personnage, je n'ai pas de plan. Je raconte l'histoire du personnage principal. Ou plutôt, je laisse le personnage se raconter lui-même. Si je sais déjà au départ où je veux l'amener, ce n'est pas moi qui dois conduire le personnage quelque part. Je laisse le personnage me conduire. Je pourrais très bien suivre cette avenue très large à angle droit qui va me mener d'un point A à un point B et dire à mon personnage voilà, je vais partir de ce point A et je vais t'amener à ce point B. Je préfère dire à mon personnage tiens, et si on allait voir ce qu'il y a au bout de cette petite rue, je ne sais pas ce qu'il y a au bout. À certains moments, je vais vouloir effectivement aller plus vite. Effectivement, je sais que j'ai un jalon qui m'attend, que j'ai envie d'arriver rapidement à ce jalon. Je vais dire, bon, cette fois-ci, on va prendre l'avenue, on va croiser deux rues et on va aller là-bas. Mais si je ne me laisse pas la liberté de dire à mon ou mes personnages, écoutez, maintenant qu'on est arrivé ici, j'avais ce repère en tête, je vous ai mené à ce jalon, et maintenant je suis un peu perdu, je ne sais plus où aller. Mais après tout, est-ce que le temps presse ? Eh bien, il y a une rue à gauche, il y a une rue à droite. Laquelle prenons-nous ? Après, je peux faire fausse route. Dans ce cas-là, je reviens sur mes pas. Je pense que l'écrivain doit, le romancier, du moins l'auteur de fiction, doit accepter de se laisser surprendre par
par son personnage, par son intrigue. Si je prends par exemple mon dernier roman, Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis, il y a par exemple, donc il y a une équipe de... Il y a plusieurs protagonistes, c'est-à-dire qu'il y a le personnage principal et des personnages secondaires qui constituent l'équipe des protagonistes, qui ont une quête à mener. Et il y a face à eux des groupes antagonistes. Et parmi les antagonistes, il y a un personnage qui est vraiment à l'arrière-plan. Et un rebondissement de l'intrigue va faire que ce personnage tout à fait secondaire, tout à fait insignifiant, va non seulement se retrouver au premier plan, enfin, disons au deuxième plan, derrière le protagoniste, mais qu'en plus il va passer d'antagoniste à protagoniste. Jamais... Alors, je ne sais pas si ça... Moi, je ne l'ai jamais vu dans un livre. Sûrement que ça existe. Mais je ne pense pas que ça pourrait apparaître dans un livre qui a été planifié, structuré dès le début de A à Z. Je pense qu'il faut accepter de se laisser mener, voire malmener par ses personnages et par son intrigue. Ce qui demande du temps. Si votre objectif est d'écrire un roman tous les 6 mois, alors je ne doute pas qu'il sera très bien structuré, que vos descriptions ne feront pas une ligne de trop, que vos rebondissements vont tomber pile poil là où il faut. Mais est-ce que ce livre sera réellement ce qu'il aurait pu être si vous aviez laissé votre être profond s'exprimer? Est-ce qu'il vous permettra d'en apprendre plus sur vous-même? Si ce n'est que vous saurez que vous êtes capable d'écrire un livre en 6 mois. Après, bien sûr, à chacun sa philosophie, à chacun sa manière d'écrire. Avant de surprendre mon lecteur, j'ai envie de me surprendre moi-même. Et si le charme des villes médiévales surpasse de loin celui des villes modernes, je pense que le charme de l'écriture libre surpasse celui de l'écriture extrêmement codifiée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Faites-moi part de vos opinions, de vos impressions dans les commentaires. Et bien, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Merci les scribouillards. À très bientôt. Hey, hey.
J'ai rencontré des êtres surnaturels, je leur ai parlé très régulièrement. Certains disaient venir de Shambhala, d'autres d'ailleurs. Ils me prédisaient un grand destin, me parlaient de la mission sacrée de la France et des troubles qui finiraient par y éclater. Tenez, pas plus tard qu'hier, une fusillade d'alarme de guerre à Montluçon, à l'heure du déjeuner. 2 morts. Et devinez quoi? Les 2 étaient fichés S pour avoir approché certains milieux islamiques radicaux. Dites à Muriel Perry que le capitaine Champel est mort. Elle comprendra. Je suis au cœur de la France, au cœur de moi-même. À cet instant précis, je perçois clairement qu'il existe un point central, unique et immobile au sein de cet univers. Et ce point, c'est moi. Alors je ne bouge plus, je reste figé. Cela ne m'est jamais arrivé avant, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Je suis là où je dois être, maintenant comme de toute éternité. Je suis sur le chemin. Je ne sais plus ce que je dois croire. J'entends parler d'une ville souterraine. Je vois mes amis tomber comme des mouches. Je ne sais même plus si je dois encore faire confiance à mes supérieurs ou à l'État français. Je suis perdu. Egon et Frank arpentent en silence les contreforts du pic de Bugarache, tous 2 perdus dans leurs réflexions. Levant les yeux, ils remarquent alors 2 aigles magnifiques, évoluant majestueusement en cercle parfait, couvrant de leurs ailes et de leurs regards perçants le chaotique théâtre des opérations. C'est de la magie, ce truc que je ne comprendrai jamais, ce truc que l'on appelle magie précisément parce qu'on ne le comprend pas. Qu'on n'y croit pas, on est juste obligé de faire avec.